Ce dimanche, mesdames et messieurs, la parole est donnée aux jeunes car il y a une grande opinion qui pense qu'il faut qu'il y ait un renouvellement de la classe politique congolaise. Aujourd'hui, je reçois le président de la Ligue des jeunes du MPCR, le parti cher à Jean-Claude Wemba. Il est aussi membre du comité directeur de la jeunesse du Rassemblement. Il s'agit donc de Elvis Bolungu. Très heureuse de vous recevoir en ce dimanche. Merci madame, c'est plaisir de partager. Voilà, exactement, je reçois un jeune et je commence par vous attaquer d'abord parce qu'on dit qu'aujourd'hui, vous les jeunes, vous servez de marchepied aux politiques. Aujourd'hui, on vous instrumentalise, on vous drogue, entre guillemets, pour que aujourd'hui les jeunes fassent du désordre dans la ville. Elvis Bolungu, en tant que jeune, est-ce que vous partagez cette opinion? Est-ce que vous vous sentez utilisé personnellement? Je peux le dire par Jean-Claude Wemba, par exemple. Merci madame pour la question. C'est un grand privilège pour moi, mais aussi une responsabilité lorsque j'ai cette possibilité de pouvoir s'adresser directement à la population qui nous suit en ce moment. Le point de vue sont partagés sur ce point de vue-là. En ce qui me concerne, je ne pense pas que mon parti ou le président national de mon parti m'utilise, dans la mesure où je crois qu'être jeune, c'est aussi avoir le courage. Lorsque la gouvernance du pays est faible et incapable de pouvoir répondre aux prérogatives qui sont régaliennes, la jeunesse qualifiée d'avoir le courage de dire non, elle est censée le dire. Mais lorsque la jeunesse dit non à la défiance gouvernementale, à la défiance au sommet de l'État, certains pensent que c'est de la manipulation. Bon, vous savez madame, moi je suis de ceux qui pensent que les jeunes doivent prendre conscience. Comme l'a dit le président Tshisekedi de Mulumba, si le jeune ne prenait pas conscience, ce pays pourra disparaître un jour. Vous, vers les années 60, vous allez vous rendre compte, madame, que le pionnier de l'indépendance, pendant ces moments-là, ils étaient majoritairement jeunes. Tous dans la trentaine. En tout cas, dans la trentaine. Ils étaient très jeunes. Très jeunes. Pour vous dire que, madame, être jeune, c'est avoir la conscience de ce que le pays deviendra dans 5 ans, dans 10 ans. Si aujourd'hui, la gouvernance actuelle n'a aucune idée sur la politique qui doit être appliquée vis-à-vis de la jeunesse, eh bien, madame, laissez-moi vous dire que l'avenir du pays, on pourra, en ce moment-là, nous pouvons nous attendre à rien. Puisque lorsque l'avenir de la jeunesse est hypothéqué, le lendemain ne sera pas radié. Et donc, les jeunes ont cette obligation de pouvoir participer à la gestion de leur pays pour que nous ne puissions pas demain dire que non, les politiciens font les choses de leur manière. Et donc, sur ce point-là, madame, moi, en tout cas, j'estime pour ma part, les politiciens qui instrumentalisent la jeunesse sont bien connus dans ce pays. Et donc, au niveau de l'opposition, ou encore au niveau de la jeunesse du rassemblement, la jeunesse n'est pas instrumentalisée. Par contre, ici, la jeunesse, on tient compte de la jeunesse. On pense que la jeunesse, c'est aussi une frange importante de la population qui devrait apporter des idées qui doivent être prises en compte dans la gouvernance de la République. Voilà, mesdames et messieurs, nous prenons déjà le premier condensé. C'est lié aussi à cette jeunesse. Comme vous le savez, cette semaine à Alingba et Kitambo, ça a été chaud. Les jeunes étaient dans la rue pour manifester contre la vente illicite d'une partie de leur école. Ils étaient dans la rue. Donc, on a vu les images et la réaction de la CAJ, la société civile, qui parle en tout cas encore une fois de plus de la spoliation des terrains des écoles congolaises, ou de Kinshasa plus précisément. Donc nous prenons ce premier condensé pour plus de détails. Des élèves en furie dans les artères de Kinshasa. Une manifestation qui ne cache pas les ras-le-bol des bleus et blancs de l'école à Lingua et Souza. C'est pas normal, on a vendu l'école. Souza, à Lingua, on a vendu ça. Le matin, on vient du coup, on a bloqué les portes, c'est pas normal. Avec quel pays on veut vendre des écoles comme ça n'existe jamais dans un pays. On est l'avenir de demain, vraiment. Nous, on doit nous laisser étudier, c'est quoi ça? 550 $, c'est beaucoup. C'est une tentative de spoliation de nos écoles de Kitambo et les enfants qui
sont pratiquement le premier client de ces écoles, se sont révoltés. Voilà. Il y a des gens qui sont venus en armes occuper le terrain, menaçant même leurs éducateurs, le frère et le professeur, ainsi que les élèves, les menaçant de mort. Au travers de ces sit-ins spontanés, ces élèves tenaient à revendiquer leurs droits. Nous voulons étudier, nous voulons étudier. Cri qui sera entendu par le gouverneur de la ville, mais aussi par le ministre de l'EPSP. Les deux autorités ont effectué une descente sur le site Kerele et vont rassurer les élèves. Nous prenons toutes les dispositions pour mettre hors d'état de nuire toute personne, en commençant par le colonel Willy, qui sera retiré de la mission pour permettre à ce qu'une commission évalue la situation. Je suis fier de vous, parce que vous comprenez que vous devez rester patriote. Il ne faudra pas que nous perdions nos acquis. L'école, c'est un grand acquis, non seulement pour vous, mais pour ceux-là qui viendront après. À noter que cette situation rappelle celle survenue il y a quelques mois à l'Athénée de la Gombe, où les élèves protestaient contre la spoliation de leur établissement scolaire, comme c'est le cas aujourd'hui pour Saint-Alingwa et Frère Souza. Nous voulons étudier, nous voulons étudier. Nous sommes tous dans cette ville, nous savons que cette concession appartient à l'Église. Ce sont des écoles qui sont là-bas depuis des années. Sûrement qu'ils ont déjà réagi par des voies administratives, mais ils étaient tous étonnés de constater que finalement, les spoliateurs sont passés à la vitesse supérieure en venant sur le terrain pour commencer les travaux. Mais parmi les moyens de pression qui sont reconnus à tous, c'est notamment la manifestation. On ne peut pas dire qu'ils les ont incités. Ils les ont sensibilisés. Ils ont sensibilisé ces enfants. Parce que si aujourd'hui, cet endroit est totalement occupé, on construit, donc on enlève les écoles, ces enfants ne pourront plus continuer. Généralement, ce sont des écoles où on paye au moins cher. Si cette école ne fonctionne plus là-bas, les parents dont les enfants étudient là-bas seront obligés de commencer à parcourir beaucoup de distances pour amener les enfants et ça va coûter cher. Donc je crois que il était du devoir des enseignants d'expliquer aux enfants les dangers qui étaient en train de les guetter, mais aussi de les impliquer dans un mouvement de protestation publique auprès de l'autorité pour que leurs voix soient au moins entendues. Parce que ce sont des intérêts des enfants. Et lorsque les intérêts des enfants sont en jeu, il est reconnu que les enfants aussi peuvent manifester leur protestation. Ce n'est pas indiqué. Elvis Boulungu, pardon, vous avez vu ces élèves en train de réclamer leurs droits. Et je reprends ma question. Est-ce que ces élèves ont aussi été instrumentalisés selon vous? Parce qu'il y a une certaine opinion qui pense que les élèves eux-mêmes ne peuvent pas manifester spontanément comme ça pour réclamer leurs droits. D'abord, d'entrée du jeu, je salue le courage que je venais de constater dans le chef de ces élèves. Pour rappel, madame, moi-même, en 2009, j'étais le président du gouvernement scolaire à l'Athénée de la Gombe. Nous avions assisté à des scènes pareilles. Qu'on a spolié d'ailleurs l'Athénée de la Gombe. Et à l'époque, c'était Charles Kleb. Okay. J'ai combattu à l'époque lorsque Charles Kleb a spolié l'autre partie de l'Athénée. D'ailleurs, je vous rappelle, moi, c'est à l'Athénée de la Gombe que j'ai appris le sport de natation. Tout ça, madame, exprime l'absence d'une politique éducative dans la part, dans le chef de ceux qui gèrent le pays. La gouvernance, le régime en place n'a aucune politique sur le plan éducatif. Et les retombées sont palpables. Comment voulez-vous, madame, dans un pays sérieux, qu'on arrive, des gens forts, et spolient un établissement scolaire? Sans l'éducation, il n'y a rien, madame. L'éducation constitue ce qu'on appelle le socle de fondement de toute société. Et donc,
on constate que, madame, dans ces pays, rien n'y va. Vous constaterez avec moi que... Vous avez quand même vu la réaction des autorités. Ils ont été rapides à réagir. Vous avez vu André Kimbuta, vous avez vu le ministre Gaston Moussémena descendre sur le terrain. Donc, ils sont là pour réagir à chaud, de fois même, par rapport à ces spoliations. Madame, c'est une réaction de façade. C'est une réaction à laquelle on ne peut pas faire confiance. Certains préfèrent de réagir pour faire voir l'opinion. Eh bien, il y a un certain groupe d'individus qui essayent de travailler. Or, en réalité, il n'y a rien, madame. Comment les individus peuvent se permettre de spolier un établissement scolaire pendant que l'État est là, pendant que l'appareil judiciaire est là, même si cet appareil judiciaire se retrouve dans le dysfonctionnement total? Mais je crois pour ma part, à un certain niveau, madame, la gouvernance doit faire un effort pour répondre à ses obligations. Donc, j'estime que trop, c'est trop. C'est pourquoi nous estimons, et j'interpelle même ces élèves, nous devons nous battre pour que l'alternance démocratique et pacifique, son avènement, soit assisté par nous tous dans le jour qui vient. Sinon, la gouvernance de M. Kabila va continuer à perpétrer ses abus et ce pays sera un jour considéré comme un bien privé d'un groupe d'individus. C'est que nous n'accepterons jamais dans ces pays tant que possible. Mais ces jeunes-là, on les a vus descendre pour revendiquer leurs droits, mais quand même, on se pose aussi la question, qui vend ces terrains? Aujourd'hui, bon, on a cité les noms d'un certain colonel Willy, bon, on va peut-être essayer d'en savoir un peu plus, ça c'est son prénom, mais comment un colonel de l'armée nationale peut posséder une somme assez énorme pour se permettre d'acheter un terrain d'une école catholique ou d'une école, en tout cas, conventionnée? On se pose la question. Madame, une fois de plus encore, cela traduit la faiblesse de l'État. Cela traduit la faiblesse de l'appareil représentatif de l'État qui est le gouvernement. Le gouvernement en son sein devrait avoir une politique sur l'urbanisme, une politique fondée sur les affaires foncières. Nous constatons qu'en réalité, tout ceci ne fonctionne pas. Le ministre des Affaires foncières, quelle doit être sa responsabilité par rapport à tout ce qui se passe? Le ministre des Affaires foncières devrait-il rester bras croisés pendant que nous assistons à des scènes pareilles? Madame, je pense, à mon avis, que l'État congolais est en voie de disparition. L'État congolais ne fonctionne pas. C'est ça la réalité. C'est fort, mais c'est la réalité, madame. On ne peut plus rien, madame. La réalité nous prouve que le gouvernement congolais est dans l'incapacité de pouvoir faire face à ses responsabilités. Et voilà les retombées, madame. Nous faisons face à un régime où il y a des gens très forts que la loi. Ça n'a jamais existé. Nulle part au monde, il y a des gens qui pensent être très forts, plus que le gouvernement, plus que l'État. Et pourtant, madame, nous avons toujours appris que c'est l'État qui a le monopole de la violence physique. L'État a la possibilité de contraindre toute personne qui peut s'estimer fort que lui. Eh bien, la réalité nous démontre le contraire. Voilà pourquoi, madame, il va de soi, et c'est aussi un impératif, madame, que nous devons faire un effort pour repenser l'État congolais. L'État congolais est en voie de disparaître. Et vous, les jeunes, dans votre ligue de jeunes, c'est vrai que c'est ça, c'est une affaire qui touche la jeunesse. Qu'est-ce que fait la ligue des jeunes du MPCR par rapport à... Est-ce que vous vous réunissez? Est-ce que vous parlez? C'est quoi pour vous, par exemple, ce renouvellement de la classe politique aujourd'hui? Est-ce que vous, les jeunes, vous êtes non corruptibles? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut compter sur vous, les jeunes, pour renouveler cette classe politique aujourd'hui? Franchement, Elvis Bokungu. Madame, je pense que cette question s'avère un peu complexe, mais je vais tenter de donner un certain nombre de raisonnements qui fonderont ma réponse. Premièrement, j'estime que lorsque nous faisons allusion au renouvellement de la classe politique, ça devrait se faire de deux manières. D'une part, madame, c'est le renouvellement de la classe dirigeante. C'est comme le régime Kabila. C'est un régime qui a totalement échoué. Il va de soi que demain, lorsque les élections viendront, que nous puissions apporter une alternance avec alternative auprès de la population, pour que celle-ci nous fasse confiance, afin que nous arrivons
à changer les choses d'une manière positive. Mais d'autre part, j'estime aussi que le concept lié au renouvellement de la classe politique peut se comprendre à une nouvelle manière de servir l'État. Au Congo, nous avons certains politiciens qui pensent que lorsqu'on arrive au pouvoir, c'est pour bénéficier d'un certain nombre des avantages. Nous disons, ce n'est pas vraiment totalement faux. Mais pour nous qui sommes pour nous qui prenons le renouvellement des classes politiques, nous pensons qu'il faudrait renouveler d'abord le mental de l'homme politique congolais. Lorsqu'un jeune Français termine l'université, si ces derniers voudraient se faire beaucoup d'argent, il va aux affaires. Mais si ces derniers estiment servir l'État, être sous les drapeaux, il fait soit la politique, soit il va dans l'armée. Donc moi je pense, pour ma part, madame, voilà l'esprit qui devrait animer surtout la jeunesse congolaise. Puisque j'estime pour ma part, madame, que depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, les aînés n'ont pas réussi à faire mieux. Et donc, la responsabilité incombe aujourd'hui à la jeunesse. La jeunesse est dans l'obligation de pouvoir faire mieux. Si la jeunesse ne fait pas mieux, c'est la catastrophe, selon vous. Bien sûr, madame. Nous poursuivons, nous entrons maintenant dans la politique de plein pied. Le point de presse du G7 par rapport à la lettre qu'avait laissée Tshisekedi. Aujourd'hui, cette lettre, en tout cas, pose beaucoup de problèmes. En tout cas, mais nous avons eu le son de cloche officiel de la BTO qui parle aussi de cette lettre. Donc, plus de détails avec nos reporters dans ce condensé. J'affirme ici, devant la presse, que le président Tshisekedi a bel et bien laissé une lettre avant son voyage pour la Belgique. Lettre signée de sa propre main, dont nous avions parlé auparavant avec lui du contenu. Il m'a confié cette lettre en présence de M. l'abbé Théo Tshilumba, son secrétaire particulier, qui est prêt à en apporter le témoignage. Cette lettre présente le nom du Premier ministre désigné par toutes les composantes du rassemblement, était à transmettre à qui des droits via la CENCO. Nous l'avons remise le 17 janvier 2017 en main propre à Monseigneur Outembi, président de la CENCO, en présence de M. l'abbé Théo Tshilumba, contre un accusé de réception. Nous avions tous un devoir de réserve et de confidentialité jusqu'à ce que cette lettre parvienne au destinataire. Vous comprendrez donc, mesdames et messieurs, pourquoi je ne pouvais pas faire cette déclaration jusqu'il y a quelques jours. La vérité étant rétablie, il ne reste plus que la nomination du Premier ministre ainsi présentée par le Rassemblement et que tout le monde se mette au travail pour la signature de l'arrangement particulier. Monsieur le Président, je confirme que la lettre a été déposée à la CENCO. La lettre est remise à Monseigneur Marcel Outembi en présence de M. l'abbé Cholet et vous-même qui m'avez accompagné comme témoin. J'ai remis la lettre en votre présence à Monseigneur Marcel. Il a pris connaissance de la lettre et il a passé aussitôt après à M. l'abbé Cholet, qui a pris aussi connaissance de la lettre. Comme la lettre avait un cachet confidentiel, Monseigneur a gardé la lettre. Je me rappelle que la lettre était écrite le 12 avec ce numéro de référence 03 par RFP 4 par PR par 2017.
Elle a été déposée à 17h18. Elvis Bolungu, est-ce que cette lettre existe-t-elle réellement? C'est vrai que Pierre Lumbi a dit que cette lettre existe, la BTO a confirmé, mais bon, est-ce que vous l'avez vue? Est-ce que vous en avez entendu parler au sein du MPCR de cette lettre? Madame, pour être sincère, cette nouvelle, nous la prenons tous. J'apprends ces nouvelles au même titre que vous. Donc, je voudrais ici avoir un peu le droit de réserve, de pouvoir faire des commentaires là-dessus. Mais ce que je retiens, au départ, la SENCO a tenté de dire qu'elle n'avait pas reçu la lettre. Et l'actualité a évolué. La SENCO, enfin, est arrivée à confirmer à l'opinion nationale et internationale qu'elle avait bel et bien reçu la correspondance provenant du président Etienne Tshisekedi Mulumba. Et par ailleurs, nous avions suivi le président Aubin Minaku, qui pour lui, qu'aucune correspondance a été déposée dans le service du chef de l'État. Alors, ce que je retiens de tout ce qui se passe, madame, c'est la contradiction des faits entre la majorité et la SENCO. Et... Qui dit la vérité selon vous? Parce qu'il y a maintenant des voix qui s'élèvent, qui disent que non, la SENCO aussi est en train de tromper le peuple. Il y a une voix qui dit que les politiques, en tout cas, on ne sait pas où on va. Chacun veut tirer la couverture de son côté. Et l'économie est en train de subir de plein fouet tout ça. Aujourd'hui, les dollars s'échangent à plus ou moins 1325 $. Donc, ça ne va pas. Mais aujourd'hui, on a l'impression que on est en train de jouer et pourtant les gens meurent de faim, les gens tombent malades, les élèves n'étudient pas très bien, le transport est difficile. Vous n'avez pas l'impression que vous, en tant que jeune aujourd'hui, que la politique devient, permettez-moi l'expression, une distraction? Madame, j'ai beaucoup de respect aux évêques de la SENCO qui ont joué un rôle très important. J'ai le droit du respect vis-à-vis d'eux, mais je voulais plutôt dire par rapport à ce qui se passe, c'est que le pouvoir actuel de M. Kabila a une grande responsabilité et c'est l'occasion pour moi ici d'inviter le chef de l'État à pouvoir réagir dans le sens d'exécuter ces accords de bonne foi, puisque là, madame, les émissaires du chef de l'État ont été là le jour où on avait conclu ces accords. Et le vous avez signé sous réserve, hein, Elvis Bolungu, vous vous rappelez, c'était sous réserve, la MP avait signé le réserve a été levé, les réserves a été levé. Nonobstant cela, madame, j'estime pour ma part que le chef de l'État doit se remettre en cause. Son mandat avait pris fin depuis le 19 décembre. Et aujourd'hui, c'est cet accord qui lui accorde une certaine légitimité. Et le chef de l'État ne devrait pas se comporter comme si vous ne tenez pas il était là un instant, madame. De l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui dit que le président reste en fonction jusqu'au remplacement de nouveaux présidents élus. Donc le président est tout à fait légal et légitime, nonobstant l'accord du 31 décembre. Madame, le chef de l'État en exercice avait perdu son pouvoir ou sa légitimité depuis le 19 décembre 2016. S'il est là aujourd'hui, c'est grâce à cet accord conclu avec la SENCO. Le chef de l'État n'est pas là puisqu'une cour de pacotille aurait fait une interprétation abusive sur une disposition de la Constitution. Non. Le 19 décembre, madame, c'est le rassemblement qui a appelé la population à se calmer puisqu'il y avait un accord qui était en gestation. Et donc, madame, je rappelle ici que le pouvoir du chef de l'État actuel est illégitime. C'est cet accord qui vient pour lui octroyer une certaine légitimité. Et par conséquent, nous invitons le chef de l'État, nous au niveau du MPCR, à exécuter cet accord de bonne foi. Puisque, madame, les accords conclus entre les partis tiennent liés de loi pour ceux qui les ont faits. Le chef de l'État est tenu à respecter ces accords. Si le président Kabila, aujourd'hui, ne refuse de faire appliquer cet accord, le peuple congolais, d'une manière ou d'une autre, va se prendre en charge.
et le peuple congolais était prêt à se prendre en charge. Mais nous avions estimé, madame, qu'il était intéressant de pouvoir laisser à M. Kabila d'assurer une alternance pacifique et démocratique. Nous avions estimé que M. Kabila a passé 15 ans au pouvoir. Malgré son bilan s'avère totalement négatif, mais nous avions dit qu'il était intéressant que nous puissions discuter dans le sens de pouvoir avoir un accord qui permettra à ce que nous puissions organiser les élections présidentielles. Surtout puisque nous, au niveau du MPCA, nous avons toujours estimé que les élections présidentielles étaient primordiales. Voilà, madame, en somme, ce que je peux dire. Nous continuons, nous restons toujours dans ce chapitre de l'accord du 31 décembre, l'accord de la Saint-Sylvestre. Il y a une réaction, des réactions fusent par rapport à cet accord, par rapport au retard de l'application de cet accord. Donc, plus de détails dans ce troisième condensé, mesdames et messieurs. Concernant la situation sécuritaire, le Front républicain des centristes déplore la banalisation de la vie humaine à travers des tueries ignobles qui sont perpétrées dans les provinces du Kasaï central, du Kasaï oriental, du Nord Kivu, du Tanganyika, du Congo central et de l'Ituri. Le Front républicain des centristes condamne les actes de vandalisme qui sont perpétrés contre certains centres de prière, paroisses et écoles de l'Église catholique. Pour ces tueries et ces actes de vandalisme, le Front républicain des centristes exige l'ouverture des enquêtes afin de déterminer les responsabilités et que le coupable soit sévèrement châtié. En ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre 2016, le Front républicain des centristes rappelle que le nœud de la crise sociopolitique actuelle est le manque d'alternance au pouvoir tel que stipulé dans la Constitution. Il condamne que la majorité présidentielle et le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement s'écartent de cette exigence républicaine dans la mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre 2016. Le Front républicain des centristes fustige le comportement de ces deux protagonistes qui s'engagent malencontreusement dans une guerre de partage des postes au mépris total des souffrances du peuple congolais et son aspiration profonde au bien-être social qui passe impérieusement par la promotion de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Le Front républicain des centristes appelle la majorité présidentielle et le rassemblement à cesser de prendre le pays et le peuple congolais en otage. Nous sommes très inquiets, extrêmement inquiets du retard que prend la mise en œuvre de l'accord. C'est un accord qui a eu à être signé à la Saint-Sylvestre et c'était un accord de l'espoir, un accord qui a permis de détendre l'atmosphère. Un mois s'est passé, nous sommes déjà en train de passer le deuxième mois. Les discussions sont lises et il y a un jeu de préalable entre différents acteurs et c'est une responsabilité partagée et du côté de la majorité au pouvoir et du côté de l'opposition. Nous on pense qu'il est temps, il est plus que temps qu'on s'attelle à la mise en œuvre de cet accord parce qu'on n'a pas d'autres alternatives. On n'a pas d'autres alternatives présentement que suivre cet accord et c'est l'accord pour nous qui pourrait d'une certaine manière apporter solution à cette impasse électorale. Sincèrement, il faut vous dire qu'on se retrouve devant l'impasse. L'impasse, c'est qu'on se retrouve devant un fait non prévu par la Constitution. Donc, on respecte la Constitution, mais entre-temps, on se retrouve devant un vide où la Constitution ne trouve pas d'alternative de solution. Et il fallait ce compromis politique. Ce compromis politique nous a sorti cet accord de la Saint-Sylvestre, tant salué par tout le monde. Et nous, on considère que cet accord, d'une certaine manière, se révèle être un pis-aller. Vous savez, le pis-aller, c'est une solution boiteuse, mais dont
on n'a pas d'autre solution que cette solution-là. Nous n'avons pas d'autre solution que cet accord. Comme on dit qu'il n'y a pas de parfait accord. Et cet accord, d'une certaine manière, rend consensuel un certain nombre d'orientations en rapport avec la réponse à l'impasse électorale. Et pour cela, on pense que c'est un cadre, pour le moment, par excellence par rapport aux différents défis de l'heure. Et nous pensons que c'est le cadre qui convient le mieux qu'il soit respecté. Elvis Bolungu, vous l'avez souligné, je vous ai suivi religieusement que l'accord de la Saint-Sylvestre a permis une certaine alchimie. Aujourd'hui, il y a une large opinion qui vous accuse d'ailleurs, vous, du rassemblement, d'avoir permis à ce que ces institutions-là puissent glisser, parce que vous l'avez vous-même dit que le mandat de Joseph Kabila est déjà clos depuis le 19 décembre. Est-ce que vous partagez ça? Est-ce que vous vous sentez responsable de cette situation aussi? Parce que vous avez suivi Charibert Okende, hein, vous deux, majorité, opposition, vous êtes responsable de cette situation. Madame, je respecte l'opinion du président Charibert Okende. C'est un monsieur de grande valeur pour moi. Mais c'est grave lorsqu'il estime que là où nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est à cause du rassemblement. Pas seulement, hein, les deux. Lui, il est centriste, donc il vous accuse vous deux. Madame. Majorité, rassemblement. Je dis c'est grave pourquoi le régime en place, en collaboration avec le gouvernement Matata, ont eu 5 ans, toute une législature. Ces derniers n'ont pas pu organiser des élections. Et les mandats de M. Kabila, avec celui des autres, comme les députés nationaux et les sénateurs, ont pris fin. Nous ne pouvions pas laisser M. Kabila gérer ce pays seul, comme s'il était en train de gérer sur base d'une victoire électorale, madame. Aujourd'hui, là où nous sommes, qui sont à la base de cet échec, c'est le régime actuel et non l'opposition, madame. Nous constatons que... L'opposition n'a rien à voir, parce qu'on a ouï dire aussi, on entend les autres qui disent on avait publié un calendrier à l'époque, l'opposition avait dit non, pas ces calendriers, on a rejeté le calendrier partiel, on vous a proposé un calendrier full, vous avez dit non, donc vous êtes aussi, vous faites aussi partie de ce jeu de ping-pong, comme le dit si bien Charibert. Madame, c'est un faux débat. Non seulement que c'est un faux débat, c'est aussi un débat dépassé. Je vous rappelle, madame, que la CENI avait réceptionné les candidatures pour le scrutin des députés provinciaux. Et ces élections n'ont jamais eu lieu. C'est à l'opposition d'imputer la faute? Non. À un certain moment de la vie, nous devons apprendre à dire la vérité. La vérité, c'est que le gouvernement de M. Matata Ponyo a été dans l'incapacité de pouvoir financer la CENI pour que celle-ci organise les élections. C'est là où nous sommes, madame. Je vous rappelle, madame, que lors de l'exercice budgétaire de 2012, de 2013, de 2014 et de 2015, il y a un budget pluriannuel qui a été mis en place pour que chaque exercice budgétaire, que le gouvernement mette de côté une somme de 250 millions de dollars afin de financer la CENI pour que les élections soient organisées. Mais madame, aujourd'hui, on peut se poser des questions. Où est-ce que cet argent est parti? Aujourd'hui, vous jetez la pierre à Matata Ponyo pour dire qu'il était incapable d'organiser les élections. Vous avez d'ailleurs suivi aujourd'hui même le gouvernement présent, le ministre du budget, M. Kangou Dia, si je ne me trompe pas, a lancé la même alerte. Il a dit qu'ils sont dans l'incapacité d'organiser les élections dans les dates prévues, même les dates prévues dans l'accord du 31 décembre. Donc, ce n'est pas la faute à Matata, c'est l'environnement international, l'environnement national qui ne permettent pas d'avoir les fonds nécessaires pour, en tout cas, pour faire, ou pour, en tout cas, faire les élections aujourd'hui. Ils sont dans la capacité d'acquérir cette somme-là pour faire les élections. C'est un faux débat, madame. Je comprends que dans le chef du ministre du budget, il y a ce qu'on appelle l'ivresse du pouvoir. Il était dans l'opposition, hein. Elvis Bolungu, il était dans l'opposition, il avait un autre langage. Aujourd'hui, la réelle politique l'attrape, il se dit incapable. Madame, j'étais en train de dire, je constate l'ivresse du pouvoir dans le chef du ministre que vous venez de citer. Pourquoi? Premièrement, madame, aujourd'hui,
lors des accords que nous avions mis en place au niveau de la Senco, il a été dit que nous allons privilégier le scrutin présidentiel, législatif et provincial. Et aujourd'hui, le ministre du Budget fait ce qu'on appelle la propagande. Une propagande qui tend à distraire la population. Il vous parle de 1,8 milliard. Madame, ne savez-vous pas que le 1,8 milliard, c'était une somme pour pallier à l'organisation de l'ensemble des 11 scrutins? Et donc, madame, pour que nous puissions organiser des élections à la fin de cette année, le montant ne sera pas pareil. J'aurais appris le président de la CENI qui, lors d'une conférence de presse, qui enfin nous parle d'un montant de près de 500 millions de dollars. Il a recadré un peu les choses. Il a recadré. Pour dire que le ministre du Budget actuel s'est permis de faire de la distraction et de la propagande dans le chef de la population. Quoi qu'il arrive, madame, nous disons, les élections doivent s'organiser. S'ils pensent le fait pour eux de devenir ministre, leur octroie ses pouvoirs de dire ce qu'ils pensent, ils se trompent. Les problèmes de Matata Mponyo que vous venez de soulever, madame, le gouvernement devrait financer les élections dans un élan d'une manière progressive. Mais le gouvernement n'a pas pu le faire. C'était par mauvaise foi. Le gouvernement ne voulait jamais financer la CENI pour que les élections soient organisées. Le régime en place s'est donné à faire des tripatouages qui tendaient à bloquer la machine afin de nous obliger à un dialogue. C'était ça le schéma, madame. Souvenez-vous, madame, lorsque la dynamique de l'opposition, en 2015, a dit non à une certaine loi qui voulait conditionner les élections par le recensement. Alors que nous savons tous, madame, le recensement et les opérations qui sont liées à l'enrôlement ne sont pas les mêmes. Voilà, madame, où en sommes-nous arrivés. Donc, pour dire que nous sommes en face d'un régime qui a lamentablement échoué. Le régime du président Kabila a lamentablement échoué. Et ce régime a été dans l'incapacité de pouvoir assurer au peuple congolais le bien-être. Encore moins, madame, le mieux-être. Je le disais au départ, madame, il est impératif que nous puissions repenser l'État congolais en assurant une alternance démocratique et pacifique. Avant de passer à autre chose, Chérubé Okende l'a relevé, c'est cette guerre de partage des postes aujourd'hui. Comme vous le savez, après chaque dialogue, après chaque rencontre, il y a l'avènement d'un nouveau gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, le MPCR ne se bat pas aussi pour qu'un jour Elvis Bokungu soit peut-être vice-ministre de la jeunesse? Est-ce qu'aujourd'hui, le MPCR ne se bat pas pour que Jean-Claude Wimba aujourd'hui soit ministre? Est-ce que pour vous, ce partage de gâteau, comme on l'appelle aujourd'hui, n'est pas cette clé-là, le nerf de la guerre aujourd'hui entre vous politiques? Madame, moi je suis de l'école qui prône le renouvellement de la classe politique. Donc, pour vous dire que si un jour nous avons l'ambition de devenir ministre, nous serons ministres dans ces pays par des mécanismes prévus dans la Constitution. Le MPCR, mon parti, et Jean-Claude Wimba, aucun jamais nous nous sommes inscrits à un certain moment dans une logique de pouvoir, par des manœuvres frauduleuses, se retrouver un gouvernement. C'est une honte, madame. Pour un homme politique responsable, il faut se faire élire. Le MPCR aujourd'hui se bat pour que nous puissions, demain, s'il y a des élections transparentes et crédibles, nous puissions avoir le plus nombre de députés possible pour que nous puissions porter notre voix au niveau de l'Assemblée nationale. Mais par rapport à ce que vous venez de dire, madame, M. Chérubé Okende parle de partage des postes. Je vous ai dit au départ ici, madame, qu'à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas laisser M. Kabila gérer seul ces pays. Nous ne pouvons pas lui octroyer ces pouvoirs-là. Le président Kabila n'a pas gagné des élections. Son mandat a pris fin le 19 décembre. Et donc, puisqu'il a perdu sa légitimité, il était demandé à chaque 5 ans que le peuple puisse renouveler sa confiance à ses dirigeants. Malheureusement, le pouvoir de M. Kabila a bloqué cette machine, madame. Et la conséquence en est que nous puissions, nous, le rassemblement, être à la tête du gouvernement
et prendre part à ces gouvernements avec certains ministres qui seront ici de différentes plateformes du rassemblement ou bref de l'opposition, afin que nous puissions surveiller un gouvernement qui a échoué de pouvoir organiser même le scrutin présidentiel dans 5 ans. Ce régime ne pourra pas organiser tous les scrutins dans une année. Okay. Voilà, madame, la pertinence de la présence de l'opposition dans un gouvernement pareil. Nous ne sommes pas là pour le partage des gâteaux, non. Ok. Ok, merci Elvis Bolungu. Nous continuons la réaction de Longakoy par rapport à ces incidents à l'UDPS. On a vu comment ça se passe à l'UDPS. Mais Olengakoy a réagi par rapport à cela parce qu'on a ouï dire qu'il a été aussi menacé comme M. Alexis Moutanda. Donc, il a réagi, il a donné son point de vue à notre micro. La réaction de Chadari, le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, par rapport au saccage de l'église Saint-Dominique à Limete. Que s'est-il réellement passé le vendredi dernier en la permanence de l'UDPS? Olengakoy donne ici sa version des faits. On avait rendez-vous avec les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques accrédités à Kinshasa. Une fois terminé, les ambassadeurs sont sortis. Les journalistes, je ne sais pas pourquoi, unanimement m'ont suivi là où j'étais. C'est alors où nous avons vu plus ou moins l'entrée de 3 jeunes gens. Ils ont commencé à pousser la presse, à tenir les caméras, à les pousser. Vous ne devez pas faire des interviews. Pourquoi vous ne voyez pas d'autres hommes politiques que lui? Le président de FONUS dit être victime de sa bonne foi de protéger les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, mais n'exclut pas l'hypothèse d'un complot contre sa personne. C'est après l'événement que j'ai compris, quand on commençait à m'appeler à travers le monde, que c'était une cabale qui était organisée. Tout était bien planifié. Que non, à ce moment-là, on va informer directement qu'il a agressé à Limete et il est personne indésirable. Me dit, mais vous rêvez. Etienne Tshisekedi est au frigo en Europe. Moi, on est encore ici. Il y a quelqu'un. Non. L'homme assure n'avoir rien changé de ses habitudes depuis. J'ai continué mon programme chez Patrick Tshisekedi comme je l'ai toujours fait depuis sa mort. Nous allons au deuil et je quitte là-bas 2h, 3h du matin. Je crois que c'est connu de tout le monde. Alors, moi, je n'ai pas été perturbé dans mon programme. Juste après, j'ai continué mon programme habituel. Joseph Olengakoy rappelle néanmoins l'urgence pour l'opposition à rester unie pour mener à bien la mission lui léguée par le président du Conseil de sages de rassemblement, celle de promouvoir l'état de droit, la démocratie et la bonne gouvernance au pays. En effet, une horde d'une vingtaine de personnes, prétendument présentées comme militants d'un parti politique, ont fait irruption dans cette paroisse vers 5 h du matin et ont profané le tabernacle et tout saccagé, l'autel, la statue de la Vierge Marie et même les bancs. Ils ont ainsi mis en exécution les menaces proférées depuis la veille contre les installations et édifices de l'Église catholique en citant nommément les églises et les écoles. Des incidents similaires venaient d'avoir lieu hier samedi le 18 février 2017 au grand séminaire Malole de Kananga dans le Kasaï central. Nous sommes pleinement conscients de la gravité de la situation et nous n'entendons pas se faire distraire par la fausse compassion des traits de ficelle. Nous connaissons bel et bien tous les opérateurs politiques et autres qui s'activent à instrumentaliser les conflits communautaires. Ils auront à répondre de leur forfait le moment venu, car, comme dit la sagesse ancestrale, l'oiseau a oublié le piège, mais le piège se souvient de l'oiseau. Fin de citation.
Elvis Bolungu, c'est comme ça que vous accueillez les politiques congolais chez vous? C'est la deuxième fois qu'on a des incidents pareils, d'attaques. Il y a même une liste, il paraîtrait, qui circule déjà, qu'il y a des gens, des persona non grata qui ne viendront pas assister au deuil d'Étienne Tshisekedi. Et pourtant, Étienne Tshisekedi ne prônait jamais, jamais, jamais la violence. Madame, ça dépend de ce que l'on peut qualifier de ces actes. Mais vous savez, madame, lorsqu'on est en face d'une ribambelle de gens, chacun a sa façon de voir les choses, donc voilà. Et ce sont des comportements que nous condamnons. Je crois que le débat devrait plutôt être fait librement, avec sérénité, en lieu et place de faire recours aux voies des faits. Par rapport au saccage de l'église Saint-Dominique, ce n'est pas la seule église. Hein. Il y a même eu une autre église à Limité. Il y a même eu encore des saccages des églises à l'intérieur du pays. À qui profitent ces saccages-là aujourd'hui? Vous en voulez à la Senco, vous, du rassemblement aujourd'hui? Madame, j'ai beaucoup de respect. Je suis chrétien, fervent et pratiquant. J'ai beaucoup de respect face à un temple de l'église. Mais ce qui est grave, c'est que, à ce que je sache, à la paroisse Saint-Dominique, à 10 mètres de là, il y a un sous-commissariat de la police à l'entrée. Et si vous vous dirigez comme si vous sortez vers le quartier Motel Fikine, il y a aussi un commissariat de la police qui est là. Et je me demande, ces gens sont venus vers 5 h du matin. Vers 5 h du matin, ont opéré ce qu'ils avaient à faire, et puis ces gens sont repartis, sans que les deux sous-commissariats qui sont vraiment rapprochés de la paroisse soient alertés. Et c'est tout près aussi de l'échangeur. Donc pour vous dire que madame, il y a un problème. Le peuple congolais n'est ni sécurisé ni protégé. C'est ça les résultats de la gouvernance actuelle. Mais c'est grave. C'est grave pourquoi si nous étions dans un état où les choses fonctionnaient à la normale, le PGR aurait pu mettre en mouvement une action qui tendait à détecter les personnes qui sont à la base de ce qui s'est passé. Mais malheureusement, nous assistons à une multiplicité de discours de la part des politiciens. Or, dans un état sérieux, la justice aurait pu faire son travail. Vous pensez vraiment mais au Congo, c'est le contraire. Vous pensez vraiment que les jeunes de l'UDPS peuvent agir ainsi, ou les jeunes du rassemblement peuvent agir ainsi, comme moyen comme réponse, comme contre-attaque face à leur indignation, face à leur, comment je peux dire, leur mécontentement, voilà, face à la Senco, parce qu'ils disent que la Senco a échoué, la Senco ne respecte pas les volontés d'Étienne Tshisekedi. Est-ce que vous comprenez cette réaction? Madame, que la jeunesse à ce que je sache, ce n'est pas la jeunesse du rassemblement qui a pu agir ainsi. Ni les jeunes de l'UDPS, ni les jeunes du rassemblement peuvent se comporter de la sorte. C'est quelque chose qui est fait par des personnes que nous pensons. Mais puisque dans un pays sérieux, il faut qu'à un certain moment, les gens fassent confiance à leur justice. Mais si les gens n'arrivent pas à faire confiance à leur justice, ça pose problème. Je ne pense à personne. Toute personne... Vous dites que ce n'est pas le rassemblement, ce n'est pas la jeunesse de l'UDPS. Vous pensez à qui peut jouer ce jeu-là pour vous Madame, même les personnes que nous pensons avoir commis ces actes jouissent en droit de ce qu'on appelle la présomption de l'innocence. Et donc, par conséquent, ce que je peux dire, madame, au moment où nous sommes, la jeunesse de l'UDPS est plus focalisée par rapport aux funérailles du président Tshisekedi. Et soulever un tel débat, c'est de la bassesse pour ceux qui penseraient que c'est la jeunesse de l'UDPS. Non. Nous, au niveau de la jeunesse du rassemblement, si nous avons des revendications à faire, nous l'avions toujours fait, madame. Il y a David Moukeba qui venait d'être libéré, qui a passé 3 mois à l'ANER. Il y a Simo Bouloupi de l'ESECO, du président Dabombole. Il y a Nono Lubinga. Pourquoi? Le jour où le gouvernement actuel nous a empêchés
de faire notre meeting, nous nous sommes dit, nous allons affronter ces gens pour dire que la démocratie que Tshisekedi s'est battu pour instaurer dans sa vie soit au rendez-vous. Donc, la jeunesse de l'UDPS, ni du Rassemblement, n'avait pas à se cacher. À faire ça. Si il était question que nous le fassions, on aurait pu le faire. Mais au moment précis, madame, nous sommes concentrés à rendre les hommages mérités au président Etienne Tshisekedi. Et je rappelle, madame, que la SENCO n'a pas échoué. Je salue la démarche des évêques. C'est la mauvaise foi du régime en place et plus précisément du président Kabila. Si aujourd'hui nous sommes bloqués, c'est parce que ce régime pense à la force. Mais madame, même la Bible dit que ce n'est pas une armée qui sauve les rois. Un moment arrivera où le peuple congolais va donner une destinée claire à son avenir. Et le peuple congolais est assez mature pour pouvoir agir de la sorte. Nous poursuivons, nous prenons maintenant le chapitre par rapport à la désignation du Premier ministre. C'est là où ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Tout le monde veut ce poste, permettez l'expression assez mirifique, qui remplacera Sami Badibanga. Et bien voilà, la guerre pour ce poste de Premier ministre bat son plein. En tout cas, nous avons la réaction d'Oba Minakou par rapport à cela. Et évidemment, notre rédaction, comme à l'accoutumée, pose la question à ses téléspectateurs et à ses téléspectatrices, qu'est-ce qu'ils pensent, en tout cas, de la désignation, de la nomination du Premier ministre. Plus de détails dans ce condensé. Bon nombre de Quinois rencontrés dans les rues de la capitale s'interrogent sur la divergence autour de la nomination du futur Premier ministre issu des accords de la Saint-Sylvestre. Selon certains Quinois, tout est fixé dans ces documents signés à la SENCO. L'accord dit, à son article 3, que le Premier ministre sera désigné par le rassemblement et il sera nommé par le président de la République. C'est l'accord qui le dit. Alors, il n'appartient pas à la majorité d'imposer le rassemblement qui donne la liste des 3 noms. Parce que l'accord n'est pas de transition pour bien. Donc il faut président qui La proposition des 3 noms tels que souhaité par la majorité présidentielle ne constitue pas un blocage. C'est à l'opposition de savoir jouer le jeu, estiment d'autres. Or, en droit d'ailleurs, on dit que les conventions légalement formées tiennent lieu de droit à ceux qui les ont faites. Ce sont eux-mêmes qui avaient fait. Cet accord était fait pour harmoniser ou ramener encore l'unité au sein de notre pays. Maintenant que nous sommes devant un rapport de force, alors il faut savoir jouer le jeu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Présenter les 3 noms de vertébrés. Comme ça, on avance. L'opinion n'est pas aussi bête que ça. C'est pas pour une primature de 7-8 mois que le ciel doit tomber sur la RDC. En dépit de cette controverse, les Congolais attendent de politique l'amélioration de leurs conditions de vie sociale pour un avenir meilleur. Nous tenons à affirmer ici que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, n'a jamais reçu une quelconque correspondance, ni à travers ses services, ni à l'occasion de cette audience. Et donc c'est clair. Deuxièmement, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a clairement annoncé qu'il attendait une liste de 3 candidats et que dès que cela sera fait de la part du rassemblement appelé à diriger le gouvernement, il nommera le Premier ministre. Quant à la question d'une certaine correspondance qui existerait, à notre niveau, au niveau du président de la République, il n'a jamais reçu une seule correspondance et
nous ne savons pas si elle existe. Ce nom des vertébrés, ça nous ramène en tout cas 20 à 25 ans en arrière. Vous avez suivi ce quinoa qui a dit, et qui est assez logique en lui-même, pourquoi bloquer le pays, donner 3 noms de 3 vertébrés, et puis laisser au président Kabila le choix de nommer. Vous en avez quand même au rassemblement. Pourquoi vous avez peur de donner 3 noms? Madame, il n'est pas question d'avoir peur ou pas. Il est juste question de respecter les accords. Et qu'a dit l'accord, précisément par rapport à la destination stipule ce qui suit, madame. Le Premier ministre est représenté par les rassemblements. Le Premier ministre est présenté par le rassemblement. Opposition bas rassemblement. Et conjonction, nommé par le président de la République. L'accord est clair, madame. Même un élève de 3e primaire peut nous faire le résumé de ce que dit cette disposition de l'accord. Et donc, on constate d'une part une interprétation analogique qui a été faite par le président Aubin Minaku. J'aurais souhaité que le président Minaku fasse une interprétation stricte littérale pour que nous sachions effectivement de quoi il est question. L'accord est très clair. On parle du Premier ministre au singulier. Ça, c'est la première des choses, madame. La deuxième des choses, si le pouvoir actuel a été dans l'incapacité de pouvoir respecter la Constitution, nous ne sommes pas surpris au niveau du rassemblement que ces régimes ou le chef de l'État puissent violer l'accord. Si la Constitution, qui est l'acte fondateur de l'État congolais, qui est le socle de l'existence de l'État congolais, a été violée d'une manière successive par ceux qui gèrent le pays, nous ne pouvons pas être surpris qu'on peut violer un accord pris par un certain groupe de politiciens. Et donc, ça a été prévisible. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez bloquer le pays, comme l'a dit, vous allez prendre en otage, je reviens aux paroles de Chérubin Okende, est-ce que vous allez prendre en otage tout un pays par rapport à ce petit détail? C'est vrai que l'accord stipule cela, mais l'accord est aussi politique, il y a aussi des arrangements particuliers, des arrangements politiques. Présentez ces 3 noms chefs de l'État, ne donnez pas à votre adversaire la raison pour dire que non, voilà, eh bien, c'est pas ma faute. Selon la Constitution, le président a un pouvoir discrétionnaire, il peut, par rapport à ces 3 noms, choisir ce que vous avez mis. Il n'en manque pas, moi je trouve, il n'en manque pas des vertébrés au sein de l'opposition. Vous pensez à qui quand vous dites le Premier ministre? Il n'y a que lui qui peut être nommé par le chef de l'État, selon vous? Madame, je ne peux même pas citer les noms, mais le nom est déjà connu. Il n'y a que ce monsieur qui peut être Premier ministre dans ce pays? Madame, le débat n'est pas celui-là. Moi, je suis de l'école de Etienne Tshisekedi. On prend l'état de droit, qui signifie que nous nous retrouvons dans un état où le gouverné et le gouvernant respectent le texte de la même manière. Il y a dysfonctionnement déjà. On ne se comprend pas. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le pays est bloqué. Je suis d'accord, madame, que vous affirmez ici il y a dysfonctionnement. Et qui est à la base de ces dysfonctionnements? Mais c'est le régime en place. Pour terminer, madame, le rassemblement va présenter au chef de l'État un seul nom. Nous tenons à ce que l'accord soit respecté. Nous ne pouvons pas assister dans un État où les gens n'ont aucun respect vis-à-vis au texte. Et puis, madame, quand vous parlez du pouvoir discrétionnaire, il est nulle part dit le président de la République a le pouvoir discrétionnaire, etc. Non. Nous sommes face à un contexte très différent, madame. Ici, le président Kabila n'a gagné aucune élection. Sur base de quoi vous me demanderez de pouvoir observer les pouvoirs discrétionnaires? Les pouvoirs discrétionnaires, d'ailleurs, dans un régime parlementaire ou dans un régime présidentiel, n'existait pas, madame. Souvenez-vous, en 1960, il y a eu problème entre Lumumba et Kasavubu. Kimba et Mobutu. Pourquoi? En principe, si nous étions dans un contexte normal, le Premier ministre qui est ici de la majorité parlementaire doit avoir la confiance du chef de l'État. Mais ici, madame, nous sommes face à une hypothèse où le chef de l'État n'est pas élu. C'est sous forme d'une transition. Une transition puisque nous avions fait des concessions.
les concessions que nous avions faites, nous avions laissé la possibilité au président Kabila de pouvoir être là comme chef de l'État afin que ce dernier assume les affaires courantes au sommet de l'État jusqu'à ce que les élections vont s'organiser. Ça a été une concession. Et il était dit que c'est le Rassemblement qui présentera un premier ministre nommé par M. Kabila. Et donc aujourd'hui, c'est un faux débat que les gens veulent susciter sur la place publique. Le Rassemblement va devoir présenter à M. Kabila un seul candidat. Eh bien, s'il refuse. Un instant, madame. S'il refuse. S'il refuse. Là, vous l'obligez, on a l'impression que vous l'obligez à nommer ce monsieur. Non, madame, la logique est claire. Si le Rassemblement présente à M. Kabila un candidat et qu'il refuse... Vous le présentez un autre? On le présente un autre. Et s'il refuse? S'il refuse un autre. Mais non lui présenter 3 noms d'une manière instantanée. C'est ça l'esprit de l'accord, madame. Et donc, pour terminer, je crois que le chef de l'État devrait faire exécuter ou appliquer ces accords de bonne foi. Ce sont les accords que nous avions pris et c'est cet accord qui lui octroie la possibilité d'assumer les affaires courantes au sommet de l'État. Et donc, j'inviterai le chef de l'État, si vraiment il aime la population congolaise, de pouvoir faire tout pour que nous puissions avoir incessamment un gouvernement responsable qui sera à même de pouvoir conduire l'appareil représentatif de l'État, puisqu'aujourd'hui, le pays est par terre. Tous les indicateurs économiques du pays, madame, sont en rouge. Nous ne pouvons pas laisser notre cher et beau pays être pris en otage de cette façon. C'est pourquoi nous appelons à la conscience de ceux qui gèrent le pays par défi de pouvoir se remettre en cause. Le Congo, c'est un héritage. Tous les Congolais doivent se sentir dans leur pays. Et nous devons tous bénéficier de même traitement. Personne ne peut se prévaloir d'être plus Congolais que l'autre. Ok. Nous prenons un autre volet, l'avant-dernier condensé, mesdames et messieurs. C'est l'arrivée de Katebe Katoto, qu'on surnomme le Donald Trump congolais. Et bien, à vous de savoir pourquoi. L'ouverture du forum sur la paix entre Pygmées et Bantous, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de foyers de tension en République démocratique du Congo. Il y a même une grande opinion qui pense aujourd'hui qu'on est en train de revivre la RDC des années 60 à 65, avant la pacification du général Mobutu. Et bien, le procès de viol, la Lisadelle réagit. Il est 17h30, heure de Kinshasa. Un jet privé avec à son bord Katebe Katoto atterrit à l'aéroport de Njili. L'homme regagne la capitale après plus de 12 ans passés à l'extérieur de son Congo natal. Donc forcément, l'émotion est au rendez-vous. C'est avec beaucoup d'émotion de retrouver de nos ancêtres. Donc ça me fait vraiment un grand choc. Mais dans le bon sens, évidemment. Donc c'est un grand plaisir de retrouver mon pays. Venu dans un contexte particulier pour le pays où les uns attendent la conclusion de l'arrangement particulier et les autres le successeur de Tshisekedi au Rassemblement et au Sensa, le frère de Moïse Katumbi estime que la priorité est ailleurs. Le point le plus important, c'est le deuil, que nous avons perdu un grand homme et que nous sommes en train de le pleurer. Ça, c'est le plus important. Au-delà de cette priorité, Katebe Katoto inscrit sa venue à Kinshasa dans un cadre précis. Je viens répondre à la convocation de la commission de AR. Potentiel candidat à la primature, Katoto va inviter les uns et les autres à rester focalisés sur l'essentiel. Qu'on ne se trompe pas des cibles. Les cibles, c'est la population, les quotidiens de la population, comment le peuple ce matin va se lever, il va aller manger, comment il va vaquer à ses occupations. Ça, c'est le plus important, les quotidiens du citoyen. Donc ça, c'est notre cible, c'est cette misère-là que nous devons tout faire pour l'écraser. Et c'est un adversaire commun, c'est un travail collectif. Un seul individu ne peut pas réussir. Donc il faut le concours de tout le monde. En attendant, c'est un séjour mouvementé que s'apprête à vivre l'homme d'affaires. Son agenda prévoit plusieurs activités dans la capitale. Comme annoncé lors de sa dernière conférence de presse,
Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, séjourne depuis ce mercredi à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Aussitôt arrivé, Emmanuel Ramazani Chadari, qu'accompagnent quelques notabilités de ce coin, va procéder à l'ouverture du forum sur la paix entre les Pygmées et les Bantous. Pendant 2 jours, les participants à ces assises vont passer un moment d'échange, mettant autour d'une même table les délégués de ces 2 communautés afin d'en finir avec les conflits récurrents, restaurer une paix définitive et durable et instaurer un nouvel ère de cohabitation pacifique entre les 2 peuples. Le premier jour est consacré à l'audition des cahiers de charges des uns et des autres en commission. Au 2e jour, il sera question de rendre public le rapport final avant la signature d'un pacte de non-agression. À noter que le conflit entre les Bantous et les Pygmées a déjà causé 500 000 déplacés, 300 000 maisons incendiées et 400 écoles détruites les 4 dernières années. L'organisation de ce forum s'inscrit donc dans le cadre d'une approche politico-communautaire prônée par le gouvernement dans le seul but d'arriver à bout de ces types de conflits au pays. Il est 17h lorsque le tribunal de grande instance de Kinkole appelle l'affaire en flagrance opposant Sieur Junior Mayanga contre le ministère public. L'audience de ce jour était consacrée à la vérification des faits des présumés traumatismes sur la fille âgée d'1 année et 6 mois. Cette expertise médicale atteste bel et bien que la victime a connu des traumatismes dans ses parties intimes. La fillette Meta Bonnevie, âgée de 19 mois, présente les éléments suivants. Vulve tuméfiée, perte de tissu, hyménale, déchirure en plusieurs endroits. Faux, rétorque le prévenu. Il sollicite du tribunal la contre-expertise, une demande qui lui est accordée. Pour la partie civile ici, assistée par le conseil de la Lisadelle, le prévenu doit répondre de ses actes. Lui-même, il vous dit qu'il était avec l'enfant jusqu'à 21h. Il était avec l'enfant d'autrui, il a pris l'enfant, il est passé, il n'a même pas signalé les gens qui étaient là, que je dois aller avec l'enfant, je suis quelque part, et que dès que sa maman vient la chercher, comme il prétend avoir sauvé l'enfant du danger, et que je devais venir remettre l'enfant, il n'a pas signalé. Il est allé avec l'enfant, lui-même il précise qu'il est allé derrière la maison, dès 19h jusqu'à 21h, et pendant que l'on cherchait l'enfant, tous ces moments-là, il a disparu avec l'enfant. L'audience a été renvoyée à mardi prochain pour contre-expertise et audition des témoins. Une option prise par le tribunal pour permettre la bonne administration de la justice. Elvis Bolungu, que cache l'arrivée de Katebeka Toto? Parce qu'aujourd'hui, ça soulève beaucoup d'interrogations. Il y a qui disent qu'ils viennent prendre la tête du Conseil national suivi de la transition, qui veut être Premier ministre. On ne comprend pas très bien. Pourquoi est-il revenu 12 ans après, selon vous? Madame, en politique, les ambitions sont légitimes. C'est un homme politique, il a ses ambitions, donc je considère qu'il a cette légitimité-là de pouvoir avoir ses ambitions. Mais par contre, je trouve ici un citoyen congolais, après avoir passé plus de 12 à 11 ans à l'extérieur, il préfère rentrer chez lui. Donc c'est un acte de patriotisme. C'est ce que je peux mettre comme point de vue. Mais par rapport à peut-il prendre la tête du Conseil de transition, Madame, national suivi de transition? Je pense plutôt le poste est réservé à Etienne Tshisekedi. Peut-il prendre ce poste? Moi, j'estime que comme l'IDPS vient de céder ses postes aux autres plateformes membres du rassemblement, je crois ici il s'avère indispensable que la dynamique de l'opposition puisse prendre ses postes. Je l'ai dit, madame, la dynamique de l'opposition s'est battue sur terrain
Et le travail que la dynamique de l'opposition a fait, c'est un travail excellent. Et en dehors de l'UDPS, je considère que c'est la dynamique comme plateforme potentielle. Pourquoi pas le G7 ou les rassemblements? Mais cela, madame, ne me donne pas le droit d'avoir du mépris à l'endroit des autres plateformes. Mais la dynamique, c'est une plateforme vraiment potentielle en dehors de l'UDPS. Puisqu'au sein du rassemblement, l'UDPS est considéré comme une plateforme. Et la dynamique par rapport au travail abattu, je crois qu'il va de soi qu'on puisse réserver une place de choix à la dynamique. Donc, pour dire que moi, je souhaiterais que le président des conseils des sages soit un membre de la dynamique par rapport à la pertinence du travail qu'a fait la dynamique. Donc, il s'avère ici intéressant que cette structure puisse prendre ces postes. Pendant que nous étions en train de se battre pour faire comprendre au régime actuel qu'il était inscrit dans une mauvaise logique, qui était celle de pouvoir bloquer la machine. Souvenez-vous, madame, lorsque nous avons résisté pacifiquement face au régime kabyliste au mois de janvier de l'année 2015, certaines plateformes, membres du rassemblement, étaient au pouvoir. Certains étaient des ministres. Vous pensez au G7? Donc, il faut être bien sûr, madame. Pour dire que je crois les rassemblements, l'âme du rassemblement, c'est la résistance. Et donc, la dynamique par rapport aux deux candidats qu'elle a présentés, ces deux candidats, je crois pour ma part, devraient bénéficier de la confiance des autres. Le président Tshisekedi lui-même, nous lui avons toujours appelé la cathédrale de la résistance. Le président Tshisekedi passait sa vie d'une manière, passer une vie de proximité avec la population. Le président Tshisekedi jouait d'une probité morale. Voilà, madame, eu égard à cela, j'estime pour ma part que le président qui va chapeauter le rassemblement et par ricochet, le Conseil national du suivi devrait être quelqu'un de la dynamique. Une petite question par rapport à la guerre entre Pygmées et Bantous et par rapport au viol, parce que nous sommes en train de courir derrière le temps. Votre réaction à chaud par rapport avant que j'intervienne là-dessus, donc j'étais en train de dire qu'il fallait que la dynamique prenne cette place. Mais là, c'est un point de vue personnel que j'aimais. Si nous voulons vraiment pérenniser le combat du président Tshisekedi, je crois qu'à cette place-là, il faut mettre aussi un résistant, un combattant, quelqu'un qui a la probité morale, quelqu'un qui a démontré sur le terrain qu'il pouvait donner quelque chose de bien à la population. Je crois l'honorable Martin Fayulu, comme il est candidat de la dynamique, serait un bon président du Conseil des sages. En quelques poussières de secondes, votre réaction par rapport à cette guerre entre les Pygmées et les Bantous avec le travail abattu par M. Chadari pour essayer de réconcilier ces deux peuples. Madame, comment dans un pays normal, où les gens sont normaux, gouvernés par les dirigeants normaux, il peut y avoir, pendant que l'État est présent, il peut y avoir des milices qui arrivent à paralyser même le fonctionnement de l'État. C'est grave, madame. Il y a un groupe d'individus qui paralyse le fonctionnement régulier de l'État. Donc, il faut qu'on se dise que l'État n'est plus là. Nous allons terminer par le volet économique. Comme vous le savez, il y a un constat de refus de billets. Aujourd'hui, moi-même, j'en ai fait les frais. Les billets de 5 000, 10 000, 20 000 francs sont boudés par les commerçants, boudés par les chauffeurs de taxi, boudés par beaucoup de gens. Et malgré cela, la Banque centrale a réagi, a donné son point de vue pour essayer de rassurer cette population. L'affaire est presque sur toutes les lèvres dans toutes les municipalités de la capitale. Zizani, Tiraïmon, Refus, voilà quelques spectacles auxquels assistent les détenteurs de grosses coupures, notamment de 5 000, 10 000 et 20 000 francs congolais lorsqu'ils se présentent dans différents points de vente de Kinshasa. À la base de cette situation, l'Equino parle de l'injection de faux billets depuis quelques jours sur le marché. Les personnes ayant ce coupure
coupures éprouvent d'énormes difficultés pour se procurer des produits de première nécessité. Situation qui entraîne des discussions terribles entre acheteurs et vendeurs. À titre illustratif, ces femmes trouvées sur place se disputent vivement quant à ceux. Bien que ces personnes disent n'avoir touché que ces billets de 5 000, 10 000 et 20 000 francs congolais comme leur salaire mensuel à la banque, les vendeuses restent sceptiques. Elles appellent l'État congolais à prendre urgemment des mesures qui s'imposent. Bonjour. Pourquoi kaka yango na yango 5 000 epimi 10 000 epimi 20 000 epimi bongo ezomona na te alors tozoteka bakopesa biso bongo wana to boye komi problème bana tongo toye tozoteka te tosani tokufa baluka solution. Pour certains, même les combistes n'acceptent plus ces grosses coupures, hormis les commerçants grossistes ou détaillants. Toutefois, la Banque centrale du Congo invite la population à utiliser et accepter les coupures de 5 000, 10 000 et 20 000 francs congolais dans les transactions conformément à la réglementation d'échange. Ce, après une vérification systématique attestant les vrais billets. C'est bien une information capitale que la Banque centrale du Congo met à la disposition du public. Les coupures des 5 000, 10 000 et 20 000 francs congolais en cours légal sur toute l'étendue de la République et elles doivent être utilisées et acceptées dans les transactions conformément à la réglementation d'échange. S'agissant des cas de faux billets qui ont été détectés sur le territoire national, l'Institut des missions annonce avoir diligenté des enquêtes approfondies en étroite collaboration avec les services publics ayant pour mission la lutte contre la contrefaçon. En attendant la conclusion de ces enquêtes, la Banque centrale du Congo exhorte la population à la vigilance et à lui communiquer ainsi qu'à la police tout indice de faux billets en circulation. Dans un communiqué publié ce dimanche 19 février, la Banque centrale du Congo demande à tous les points de vente de saisir les faux billets tout en ayant à l'esprit que les clients peuvent être innocents. Comment alors distinguer les vrais des faux billets? La Banque centrale du Congo appelle la population n'ayant pas d'équipements spéciaux à vérifier les éléments ci-après. Pour se convaincre que le billet est vrai, il faut s'assurer que le numéro commence par la lettre R pour les billets de 5 000 francs, la lettre S pour celui de 10 000 francs et la lettre T pour la coupure de 20 000 francs congolais. Deuxièmement, le numéro doit être indélébile. Il ne doit pas s'effacer au grattage avec les doigts, même lorsque celui-ci est mouillé. La troisième chose, c'est l'effet caméléon sur tous les billets concernés. À côté du numéro vertical, il y a une pastille qui change de couleur suite à un long changement de la position du billet. Voilà les indices qui permettent de s'assurer qu'on est face à un vrai billet. La Banque centrale du Congo rassure la population qu'elle est fortement engagée dans la lutte contre les contrefacteurs qui tentent de saboter la monnaie nationale. Elle demande à la population d'accepter les vrais billets après une vérification systématique. Elvis Bolungu, nous sommes presque à la fin. Nous voulons avoir votre réaction par rapport à ces faux billets. Est-ce que vous avez été déjà victime de cela? Madame, ce qui est grave, c'est que la Banque centrale, par le canal de l'un de ses experts, sur une chaîne de la place, énumère les indicatifs qui prouvent que ces billets sont vrais ou ces billets sont faux. Mais malheureusement, madame, vous constaterez avec moi que le faux et le vrai billet sont pareils par rapport aux indicatifs donnés par l'expert de la Banque centrale. Ça, c'est le premier élément.
Le deuxième élément, madame, depuis que cette histoire des faux et des vrais billets ont commencé, sur le marché, le taux d'échange s'est déstabilisé. Nous nous posons une question. Quel est cet individu ou quel est ce groupe d'individus qui sont à même de pouvoir injecter une telle masse monétaire sur le marché et une telle masse monétaire arrive à déstabiliser le taux d'échange. Donc, nous soupçonnons la Banque centrale et le gouvernement d'avoir fait recours à la planche à billets. Et aujourd'hui, il y a hyperinflation, madame, sur le marché. Ça montre que le gouvernement de la République a failli à sa politique budgétaire. Le nouveau, hein, le nouveau. Je parle, non, madame. Du nouveau ou de l'ancien ou du nouveau? Madame, de quoi je parle? L'échec ici a été successif. Okay. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat de l'échec du gouvernement Matata. Et cet échec-là est en train de se pérenniser dans le temps. Donc, pour dire que la politique budgétaire de M. Matata a été faible, incapable de pouvoir donner des solutions aux vrais problèmes posés. Et nous constatons aussi, madame, la légèreté de la part du gouvernement dans la gestion des finances publiques. Il y a l'absence totale d'une gestion orthodoxe et parcimonieuse des finances publiques. Nous ne pouvons que s'attendre à ça. Mais nonobstant cela, madame, aujourd'hui, l'État ou le gouvernement congolais fonctionne chaque mois avec 50 millions de dollars. Budget je ne sais pas, comme crédit provisoire alloué 50 millions de dollars. Donc, le pays ici fait face à ce qu'on appelle la régression. Pourquoi, madame? On aurait pu avancer, mais nous constatons que nous sommes en train de reculer. Pourquoi je le dis, madame? Lorsque M. Matata et M. Mozitu ont fait la remise et reprise, le budget de l'État était évalué à plus de 8 milliards. Aujourd'hui, M. Matata laisse un budget à moins de 4 milliards. Pour dire que M. Matata, nonobstant du fait qu'il a échoué, nonobstant du fait qu'il a été incapable de pouvoir gérer avec orthodoxie les finances publiques, aujourd'hui, nous avons les retombées, madame. Donc, l'économie congolaise est totalement paralysée. Les indicateurs économiques sont en rouge. Il n'y a rien qui ne marche. Okay. Et les réformes, madame, pour terminer, les réformes de certains secteurs de la vie, comme notamment les réformes des entreprises publiques, qu'avait laissé l'autre gouvernement qui a succédé, que le gouvernement a succédé, est totalement paralysé. Le gouvernement n'a pas réussi à pouvoir faire appliquer ces réformes. Voilà où se retrouve le pays. Où se retrouve le pays. Merci Elvis Bolungu, président de la Ligue des jeunes du MPCR, membre du comité directeur de la jeunesse de rassemblement, d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Merci à vous, mes fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe technique. Et merci à celle qui m'a habillée aujourd'hui, Yvette Tolo, depuis Dakar, au Sénégal. Nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.